qui ne me connaissent pas, je suis Christian Pétron, cinéaste spécialisé dans le monde sous-marin et Trident d'Or depuis 1987. Je tiens très sincèrement à vous remercier, Monseigneur, d'avoir accepté de recevoir cette distinction reconnue comme le prix Nobel du monde sous-marin et décerné chaque année depuis 1960 à des personnalités œuvrant avec excellence dans les domaines des sciences et de l'exploration sous-marine. Je vous présente maintenant Monsieur Paolo Ferraro, que je vais demander de venir me rejoindre sur scène, qui est le président de l'Académie internationale des sciences et techniques sous-marines. Monseigneur, Excellences, Monsieur et Madame le Conseiller ministre, chers amis académiciens, le directeur de l'Institut océanographique, merci de nous avoir accueillis ici. Comme a dit notre ami Christian Pétron, l'Académie regroupe les lauréats du prix Trident d'Or. Le Trident d'Or est un prix créé en 1960, donc nous avons un certain âge. C'est le prix qui reconnaît les excellences qui ont opéré dans le milieu de l'activité sous-marine, comme les scientifiques, les technologiens, les exploratoires et les sportifs. Dans chaque domaine, il y a des spécialités. Donc, dans l'histoire, on a donné le prix qu'à 250 personnes. Donc, on a préparé un bref film qu'on va regarder. L'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee riunisce coloro che hanno ricevuto il Tridente d'Oro. Premio creato nel 1960 e considerato il Nobel delle attività subacquee. Dalla Sardegna alla Sicilia, anzi a Ustica, che della Sicilia è una delle figlie più belle e conosciute. A Ustica è ancora tempo di vacanza, chi vive al nord è avvertito. I sub sanno cosa vuol dire Ustica per questo sport affascinante. Le sue acque sono lì, chiare e limpide, a spiegare tutto. Dalla prima edizione del 1960 sono stati insigniti col Tridente d'Oro oltre 250 personaggi famosi. Ma anche scienziati, ricercatori, pionieri, giornalisti e docenti, meno noti al pubblico, ma espressione dell'eccellenza nel loro settore a livello internazionale. Finalità dell'Accademia sono, oltre al conferimento del Tridente d'Oro, lo sviluppo, la conoscenza e la divulgazione delle attività subacquee, scientifiche, tecniche, artistiche, culturali, divulgative e sportive, e la diffusione della cultura del mondo sottomarino in un contesto interdisciplinare. In tale quadro l'Accademia organizza stage, seminari, convegni e cura la pubblicazione di ricerche e studi. Essa costituisce un punto di incontro e di riflessione interdisciplinare, al di sopra di ogni interesse ed influenza di parte.
Abbiamo visto 30 dei circa 250 tridenti conferiti. Sono solo alcuni dei tridenti, e dei tridenti non tutti sono famosi. Ci sono tridenti che hanno fatto cose eccezionali nel loro campo e non sono conosciuti dal grande pubblico, ma sono nomi, grazie ai quali la subacquea ha comunque effettuato qualche progresso. Questa è un po' la filosofia del tridente. Premiamo chi ha reso la subacquea migliore e più avanzata. Il Tridente e l'Academy Awards sono premi che identificano i migliori. È infatti il massimo premio d'eccellenza a livello mondiale per attività particolarmente meritorie svolte nelle attività subacquee scientifiche, tecniche, tecnologiche ed iperbariche, divulgative ed artistiche, sportive ed esplorative. Tous ceux qui ont fait quelque chose sont passés à l'écran. Ce n'est pas terminé, notre travail, on continuera, on cherchera encore des personnes importantes et on cherchera surtout de nouveaux candidats pour devenir trident d'or, en cherchant de rester sur un plateau d'excellence comme on fait ce soir, avec le trident de son Altesse. Merci. Monseigneur, parmi les thèmes qui vous sont chers figurent les aires marines protégées, que vous soutenez par le biais de votre fondation à l'étranger, mais également à Monaco. Elles sont en effet les garantes de la préservation de la biodiversité marine. Monaco. Cité-État située le long de la Méditerranée, porte depuis de nombreuses années un intérêt tout particulier à la préservation de son patrimoine naturel. En effet, dès 1896, le prince Albert Ier attire l'attention sur l'importance et la nécessité de préserver l'environnement et les océans. Avec la création du musée océanographique en 1889, il fait de la principauté de Monaco une cité tournée vers la mer. Quelques années plus tard, le prince Régnier III poursuit l'œuvre de son bisaïeul et envisage de protéger une partie du littoral monégasque. Ce projet est confié à des bénévoles qui fondent en 1975, sous la présidence de M. Eugène de Bernardi, l'association monégasque pour la protection de la nature. Son objectif ? Créer et gérer une aire marine protégée, là où personne ne l'attend.
Située en milieu urbain, à l'est de la Principauté, c'est au pied du quartier du Larvoto que cette aire marine protégée de 33 hectares trouve sa place. La pression continue des activités humaines nécessite une protection permanente. La pêche, la chasse sous-marine ainsi que la navigation à moteur et le mouillage sont interdits. Si la première étape était d'apprendre à connaître la réserve et d'en organiser la gestion, la deuxième fut de l'aménager. Certaines espèces ont été réintroduites afin d'augmenter le peuplement de cette zone protégée. Des expériences scientifiques ont été menées comme le grossissement de poissons en cage aquacole ou l'analyse de la biologie des oursins. Par ailleurs, entre 1977 et 1992, de nombreux récifs artificiels ont été installés à l'aide de bateaux ou de moyens héliportés. De différentes formes selon les conseils des scientifiques, ces récifs se comportent comme des zones de rassemblement pour poissons, des oasis au sein d'étendues sableuses. Parmi ces aménagements figurent les récifs alvéolaires. Posés sur une dalle en béton, chaque récif est composé de ourdis disposés autour d'un puits central. Rapidement, ces récifs artificiels ont été colonisés par des algues, des invertébrés, qui à leur tour ont pu servir de nourriture à diverses espèces de poissons. Abri et nourriture, les conditions sont réunies pour qu'une faune spécifique s'installe. Créer des réserves, ce n'est pas uniquement délimiter des zones protégées, c'est médiatiser leur existence, c'est en faire découvrir l'intérêt et les richesses, c'est aussi sensibiliser la population afin de créer une dynamique commune. Et puis c'est une attention et un travail quotidien. L'enjeu est tel, et particulièrement ici en milieu urbain, que l'on doit effectuer des contrôles réguliers, un entretien permanent, un suivi aussi de la faune et de la flore pour garantir l'équilibre très fragile entre l'activité humaine et la protection de l'environnement. Alors c'est vrai qu'on pourrait se demander dans une aire marine protégée comme la réserve de Monaco, quel peut être l'intérêt d'immerger en plus des récifs. Il faut prendre ça comme un outil de gestion complémentaire pour améliorer, restaurer éventuellement l'habitat si cet habitat était un petit peu détruit. Donc c'est vraiment une démarche très intéressante, complémentaire de l'approche aire marine protégée. En 1986, la décision est prise de créer une deuxième réserve de surface réduite sur le tombant des Spélugues à la sortie du port Hercule. Son objectif est de protéger l'unique tombant coralligène existant dans les eaux territoriales de la Principauté. La structure même des anfractuosités dans ces tombants naturels est beaucoup plus sophistiquée que celle que l'on peut mettre en place avec des récifs artificiels. La MPN a été une des premières à implanter en Méditerranée des récifs artificiels pour augmenter en fait la population de poissons. Mais peut-être une des expériences les plus originales a été l'expérience de coralliculture. Donc l'expérience, dans un premier temps, a consisté à construire des grottes en béton qui étaient relativement grosses, qui ont été implantées à la profondeur de vie normale du corail, c'est-à-dire vers les 30-35 mètres, et dans laquelle on a implanté des morceaux, des fragments de colonies de corail à prélever à différents endroits. Ça a permis de vérifier que tous ces fragments pouvaient reformer une nouvelle colonie, donc on pouvait multiplier facilement par fermentation les colonies de corail. Deuxièmement, que dès la première année, tous ces fragments avaient une capacité de reproduction qui pouvait se fixer. Et la troisième chose, que ces grottes pouvaient servir de collecteurs de jeunes colonies. Et on a pu vérifier dès la première année que la majorité de ces jeunes colonies se fixaient sur les plafonds de la grotte ou sur les parois de la grotte et qu'on pouvait les utiliser pour restaurer des zones dégradées. Nous bénéficions aujourd'hui d'un soutien important grâce à l'initiative du lieutenant-colonel Philippe Rébodingo. En fait, il a mis à notre disposition l'équipe de plongeurs de la Compagnie des Carabiniers du Prince. Alors, ils viennent régulièrement plonger dans les réserves pour les entretenir. Ils participent à chacune de nos actions. Et surtout, l'image qu'ils véhiculent est très importante parce qu'elle renforce l'idée d'une principauté tout entière vouée à la protection de l'environnement. Les expérimentations in situ nécessitent de laisser en place du matériel sophistiqué et fort coûteux pendant de longues durées.
et les chercheurs peuvent travailler en toute confiance. Ce système de surveillance, on peut dire, est unique en Europe et c'est un véritable atout pour la protection du milieu. Espèce endémique de la Méditerranée, protégée au niveau européen, la Posidonie représente un écosystème majeur. Plus de 95% de l'herbier de la Principauté se trouve dans le quartier du Larvotto. Ces étranges flotteurs au-dessus de la Posidonie sont en réalité des balises indiquant la position de chaque Pinna nobilis, la grande nacre de Méditerranée. En 2008, de nombreux bénévoles ont prêté main forte aux scientifiques pour les recenser. L'association poursuit cette action en 2015 avec l'entretien des balises existantes et la réalisation de nouvelles mesures de croissance des nacres. À cette occasion, de nombreux moyens ont été mis en œuvre. Leur plongée les conduit le long des digues qui bordent la réserve. Sur ces mêmes digues a lieu chaque année un rassemblement de bénévoles. Toujours très impliqués dans la protection de cette aire marine, ils consacrent une matinée à nettoyer les fonds marins. Nous menons régulièrement des opérations de nettoyage des fonds marins. Outre l'aspect esthétique, elles sont nécessaires car les macrodéchets étouffent évidemment l'écosystème. Et puis, lorsque les déchets sont brassés par la houle et les vagues, ils décapent les rochers sur lesquels se trouve une vie fixée considérable. Or, cette vie constitue une source d'aliments pour les animaux. Et puis, particulièrement pour les matières plastiques, elles se dégradent en microparticules et elles seront ingérées par de nombreux animaux. Ces particules constituent une véritable pollution chimique et c'est la raison pour laquelle il est de notre devoir de nettoyer, mais aussi de sensibiliser la population à la problématique des déchets. Au cours de cette opération, un récif attire l'attention des plongeurs. Il se distingue par une plaque commémorative en hommage à M. Eugène de Bernardi, président fondateur de l'association et initiateur des aires marines protégées de la Principauté. L'histoire des aires marines protégées de Monaco pourrait se résumer en quelques mots. En fait, c'est une histoire d'hommes et une histoire de passion. Et des hommes qui ont été animés par une passion commune et pendant 40 ans, ils ont œuvré dans une communauté d'efforts pour la protection de notre patrimoine. Il est important de dresser un bilan des activités de notre association à l'heure de son 40e anniversaire et de saisir l'occasion pour rendre hommage à tous ceux qui nous aident et qui nous soutiennent depuis tant d'années. Mais il faut aussi envisager l'avenir. Nous avons décidé de mettre en place un plan de gestion à long terme des aires marines protégées de la Principauté et de relancer des collaborations plus étroites avec les scientifiques. Notre objectif, c'est d'intégrer la réserve du Larvotto dans un réseau de réserves côtières déjà existantes ou même à créer à l'échelle de la mer Ligure. C'est un projet ambitieux, mais il nous permettra d'acquérir une nouvelle dimension dans les années à venir. C'était un pari risqué, mais je crois qu'il y a eu des résultats tout à fait exceptionnels. Nous dépendons de ce que peuvent nous apporter les écosystèmes marins. On apprend à être passionné et on apprend à vibrer avec la mer et pour la mer. Et pour moi, c'est des images extrêmement émouvantes, parce qu'on adorait tous Eugène de Bernardi avec mon ami Nardo Vicente. Alors, il était convenu que le doyen des Tridents d'Or, le professeur Nardo Vicente, malheureusement pour des raisons familiales, Nardo n'a pas pu se joindre à nous. Donc il m'a chargé de vous lire un discours qu'il a préparé à votre attention.
Monseigneur, l'Académie internationale des sciences et techniques sous-marines a l'honneur de vous remettre le Trident d'or pour votre immense action en faveur de la préservation des océans et en particulier de la Méditerranée. Cet attachement au milieu marin est inscrit dans vos gènes et se manifeste dans le droit fil des travaux de votre trisaïeul, le prince Albert Ier, pionnier de l'océanographie, qui fonda l'Institut océanographique et le musée océanographique. Ces nombreuses expéditions autour du globe ont permis de mieux faire connaître la vie des océans et d'enrichir les collections du musée. Dans la continuité, votre père, le prince Régnier III, dont la principauté fête cette année le centenaire de sa naissance, a pris l'initiative en 1970 de proposer la création d'une zone pilote pour lutter contre les pollutions marines, avec le soutien de la Commission pour l'exploration scientifique de la Méditerranée. Le projet voit le jour en 1976 sous le nom de Commission Ramoge, fixant les principes d'une coopération étroite entre la France, l'Italie et Monaco pour œuvrer contre les différentes formes de pollution marine. Le prince Régnier III eut également l'idée de créer une zone protégée le long du littoral de la principauté. Cette tâche fut mise en œuvre sous l'impulsion de M. Eugène de Bernardi, qui fonda en 1975 l'association monégasque de protection de la nature et mit en place en 1976 la réserve marine du Larboto. Le succès rencontré conduisit à la création en 1986 de la réserve des Spélugues. Ces aires marines protégées de petite taille et en milieu urbanisé constituent un véritable exemple en Méditerranée. Leur positionnement est d'autant plus renforcé depuis l'élaboration du plan de gestion fruit d'un travail collaboratif entre l'AMPN et votre gouvernement, votre fondation et bon nombre d'institutions de la principauté. Cette volonté de préserver l'environnement est aussi la vôtre, Monseigneur. Vous l'avez manifesté très tôt et encore plus avec la création de votre fondation en 2006. Vous soutenez de nombreux programmes de recherche. Vous êtes engagé dans la multiple initiative pour mieux connaître les océans. Vos diverses actions font de la principauté de Monaco l'une des places fortes de la recherche scientifique internationale dans l'océan mondial. Voulez-vous vous-même participer au développement, à l'évolution de... Vous participez au développement, à l'évolution de ces recherches, en particulier par vos expéditions en Arctique et en Antarctique, faisant de vous le seul chef d'État à s'être rendu sur place dans ces deux pôles. Pour mener à bien vos objectifs, vous n'hésitez pas à consulter la communauté scientifique et à la convier à diverses rencontres que vous animez. Parmi elles, la Monaco Blue Initiative et la Monaco Ocean Week rencontrent annuellement. C'est une rencontre annuelle que l'on pourrait qualifier de Davos de la mer, permettant d'échanger sur des problématiques environnementales majeures. Vous avez mis en évidence l'importance de la création et de la gestion des aires marines protégées. La partie méditerranéenne est désormais soutenue grâce à vous, mais également par la France, la Tunisie, par le biais de Medfund. Vous avez également mis l'accent sur un problème crucial qui affecte la planète, le changement climatique, et contribué aux travaux du GIEC qui servent de référence pour la négociation lors des conférences internationales sur le climat auxquelles vous participez. Monseigneur, c'est votre passion, votre implication permanente pour la planète mer que nous avons l'insigne honneur de vous remettre un trident d'or.
avec notre profonde reconnaissance et notre respectueuse admiration. Signé Nardo Vicente, Trident d'or 1977, professeur émérite à Aix-Marseille et Institut méditerranéen de biodiversité, écologie marine et continentale. Il est aussi le président du comité d'eau. Je vous confie maintenant à nous rejoindre sur la scène afin de vous remettre le Trident d'or. Le Trident arrive avec une motivation officielle qui explique, qui fait un résumé de ce que Christian Petron a lu sur les messages de Nardo Vicente. La motivation est la suivante. Pour sa volonté de relever les défis environnementaux mondiaux, de lutter contre le changement climatique, de préserver les ressources en haut de la planète, de protéger la biodiversité, on donne le Trident d'or à son Altesse. C'est ici le prince Albert II. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce soir et de recevoir ce prix prestigieux. Je veux donc vous remercier tous très sincèrement de vos mots qui me touchent, de ce grand honneur que me fait l'Académie internationale des sciences et techniques. Cet honneur me touche d'autant plus qu'il prend place en ces lieux importants et symboliques pour moi, car ils sont dédiés à la mer et à la science, comme vous le savez. Ils ont accompagné ma vie, illustrent bien mon engagement en même temps qu'ils modèrent l'originalité. Vous pourrez constater en effet combien mes actions pour la mer, pour l'exploration et pour la préservation des milieux subaquatiques s'inscrivent dans une tradition familiale forte. Une tradition qui remonte peut-être aux ancêtres génois, les Grimaldi, qui étaient des marins. Qui a surtout été portée par mon trisaïeul, le prince Albert Ier, bâtisseur de ces lieux il y a plus de 100 ans. Il fut lui-même un scientifique en même temps qu'un navigateur. Il conduisit d'ailleurs de nombreuses campagnes d'exploration des océans jusqu'en océan Arctique. Comme vous l'avez rappelé, la préservation des mers est pour moi une ligne de conduite qui oriente une part substantielle de mes actions. Elle mobilise mon énergie, celle de mon gouvernement, celle de la diplomatie monégasque. Elle mobilise bien entendu ma fondation, la Société des explorations de Monaco, du Centre scientifique de Monaco, et de nombreux acteurs de la principauté. Tous ensemble, nous essayons de faire avancer les choses et pour cela de mettre en œuvre des principes qui, je sais, sont aussi les vôtres. La primauté de la science tout d'abord, car sans elle, sans le travail infatigable des scientifiques, aucun des dangers qui menacent les océans ne serait compréhensible. Le développement des techniques d'exploration subaquatique, car nous savons que l'un des plus grands maux dont souffrent nos mers est notre manque de connaissances. On dit que nous avons été plus souvent sur la Lune que dans les fosses océaniques, que la surface que nous en avons parcourue est à peine grande comme Paris. Au-delà même des seuls fonds, car toutes les zones intermédiaires que nous connaissons mal, des zones qu'il nous faut continuer d'explorer afin d'en approfondir les mécanismes et d'en identifier la faune pour mieux la connaître et éviter qu'elle ne disparaisse. C'est pourquoi nous soutenons de nombreux projets d'exploration, en particulier autour de nouvelles technologies et des moyens de propulsion propres qui sont l'avenir en ce domaine. J'étais par exemple vendredi dernier à Cherbourg, où ont été posés les premiers éléments de la station polaire Tara, qui dès la fin de l'année prochaine permettra tout au long de sa dérive dans l'océan Arctique et sur sa banquise d'accueillir des scientifiques pour leur permettre de mieux connaître la situation de cette zone polaire dont vous savez combien elle est impactée par les changements climatiques. Notre troisième priorité est la mobilisation des consciences qui
est elle aussi une tradition pour nous. Une tradition dont témoignent le Musée océanographique et la Maison des Océans à Paris. Une tradition que nous faisons vivre à travers de nombreux projets de médiation, de films, d'expositions, d'événements. Science, connaissance et conscience, c'est ainsi que j'essaie d'agir au service des mers et des océans de notre chère planète. La reconnaissance que vous m'offrez aujourd'hui me prouve que ce chemin est le bon. Mais les lauréats qui m'ont précédé me prouvent aussi que je peux et je dois faire encore beaucoup mieux. Je prends donc ce prix comme un encouragement plus que comme un accomplissement. Un encouragement à prolonger la voie tracée par mes aïeux, dont ces lieux témoignent et dont vous me rappelez le chemin exigeant. Je vous remercie.